Mon nom est Sophia Eriks. J'ai vécu autrefois dans une ville appelée New York. Ma mère, elle, s'appelle Terry Eriks. Elle est dans l'annuaire. Si vous connaissez la ville et que vous lisez ceci, trouvez-la. Ne lui montrez pas ça, bien sûr, mais dites-lui que je l'aime et que j'essaie de rentrer à la maison, s'il vous plaît. Tout a commencé quand j'ai décidé, vers l'époque où j'approchais de mes 25 ans, qu'il était temps pour moi d'arrêter de prendre mon sac à dos pour aller au travail. Je pensais que ça me ferait paraître plus mature si je me trimballais pas partout avec un sac de livres comme une lycéenne. Bien sûr, cela signifiait que j'allais devoir renoncer à lire des livres le matin et l'après-midi, puisque je ne pouvais pas réellement glisser mes livres dans mon petit sac à main. Une mallette aurait été inappropriée, car je travaillais dans une usine, et les sacoches m'ont toujours paru un peu trop... je ne sais pas. Stupide. J'avais un lecteur MP3 qui m'a aidé à passer le temps pendant un moment, mais quand il s'est cassé, j'ai laissé tomber ça aussi. Alors, tous les matins, je m'asseyais dans le métro pour une longue demi-heure qui semblait sans fin, avec rien d'autre à faire que d'observer mes compagnons de voyage. J'étais un peu timide. Je ne voulais pas être prise sur le fait, donc je les regardais très discrètement. Curieusement, j'ai vite découvert que je n'étais pas la seule personne au monde à être mal à l'aise en public. Les gens le cachaient de différentes manières, mais j'ai appris à voir à travers eux. Je les ai divisés en plusieurs catégories dans ma tête. Il y avait les gigoteurs qui ne pouvaient pas rester tranquilles, constamment en train de bouger leurs mains, de faire basculer leur poids d'un côté à l'autre et de rapprocher leurs jambes de la banquette puis de les éloigner. Ils sont le type de gens nerveux qu'on reconnaît le plus facilement. Après eux, il y avait les faux dormeurs qui prennent un siège et ferment les yeux pratiquement à la même seconde. Comme vous l'aurez compris, la plupart des gens dans le métro ne dorment pas vraiment. Les vrais dormeurs ne bougent plus. Ils se réveillent soudainement quand le wagon s'arrête ou après des bruits forts. Les faux, eux, restent juste immobiles de la seconde où ils sont assis jusqu'au moment où le train arrive à leur arrêt. Il y a aussi les toxicomanes du MP3, parfois les utilisateurs d'ordinateurs portables, et ceux qui voyagent en groupe, ou qui parlent trop fort. Les addicts du téléphone étaient soit sollicités en permanence, soit incapables de se taire plus de 2 minutes. Juste quand mon occupation d'observer des gens menaçait de devenir terriblement ennuyeuse, j'ai trouvé ma première bizarrerie. Un homme d'âge moyen en apparence, aux cheveux bruns, de taille et de poids normaux, et habillé de façon décontractée. Étrangement, il semblait presque trop normal. Il n'avait pas de très haut de particularité notable, comme s'il était fait pour se fondre dans la masse. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à lui. J'essayais délibérément de voir comment les gens agissaient dans le métro. Mais lui n'agissait pas du tout. Aucune réaction non plus. C'était comme voir quelqu'un assis devant une télévision, regardant un documentaire sur les poissons. Ils ne sont pas excités, pas intéressés, mais ils ne regardent pas non plus dans le vide. Disons qu'ils sont présents, mais pas attentifs de ce qui les entoure. Il était dans le métro l'après-midi. Il a fallu plus d'1 mois d'expérience d'observation avant qu'il n'attire mon attention, car je ne prenais pas le métro tous les jours, et je ne faisais pas attention à toujours m'asseoir dans le même wagon. Je l'ai vu pour la première fois un lundi, je crois, et la deuxième fois était le jeudi de la même semaine. Il avait évidemment pris le même train, et s'est assis dans la même voiture, et sur le même siège. Un toc sévère, c'est ce que je pensais à l'époque. Depuis cette première fois où il m'a intriguée, j'ai regardé avec plus d'avidité encore les fois suivantes. Il était, pour tout avouer, carrément troublant. Il ne faisait rien du tout. Il s'installait là, impassible à tête droite, peu importe ce qu'il se passait. Une femme avec un enfant qui braillait est entrée et s'est assise juste derrière lui. Et toujours rien. C'était à peine s'il a tourné la tête ou froncé les sourcils d'agacement. Et ce gamin était vraiment bruyant pourtant. Au moment où le métro est arrivé à mon arrêt, je me suis sentie mal. Et quand je suis sortie, mes mains tremblaient comme si j'étais en manque de nicotine. Il y avait quelque chose de mauvais chez lui. Je n'arrivais pas vraiment à définir qui il était. Un sociopathe peut-être. Un de ces gars calmes qui a en fait une 12aine de têtes de femmes dans son congélateur et dont la première victime est sa mère. Je me suis retrouvée à flâner intentionnellement après le travail l'après-midi, à m'arrêter pour feuilleter les magazines dans les kiosques, dans le centre commercial près du métro, même quand je n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Pendant quelques semaines, j'ai évité de prendre ce métro, et quand je m'y rendais avec réticence, je m'assurais toujours de choisir une place aussi éloignée que possible de celle où je l'avais vue. Puis un matin, j'ai vu une autre personne qui a déclenché la même sonnette d'alarme dans ma tête. Une femme tout aussi banale, qui se contentait de rester sur son siège malgré les bousculades et l'agitation autour d'elle. Le moment où je l'ai reconnue, et ça je l'ai réalisé plus tard, c'était quand mon obsession avait commencé.
Mon observation des gens qui avait commencé comme une sorte de passe-temps pour conjurer l'ennui était devenue presque comme une religion pour moi. Je ne pouvais pas rentrer dans un bus ou un métro sans me mettre à examiner tout le monde, dressant une liste de comportements dans ma tête. Vêtements et couleurs simples sans marque, noté. Aucune expression, pas de regard occasionnel vers les fenêtres ou d'autres passagers, noté. Pas de sac ou d'accessoires, noté. Noté, noté, noté. Nous en avons un autre. J'ai commencé à les appeler les étrangers. Je ne les voyais pas tous les jours, même quand j'ai commencé à prendre le métro plus que je n'en avais besoin, même quand je me suis mise à monter dans des bus qui n'étaient pas sur mon chemin. Mais ils étaient là, assez souvent. En voir un me faisait grincer des dents, rendait mes paumes moites et ma gorge me paraissait sèche. Si vous avez déjà fait un discours en public, vous reconnaissez peut-être cette sensation. Même s'ils ne m'accordaient pas la moindre attention, j'avais l'impression de m'exhiber devant eux. Je les croisais si souvent. Comment pouvaient-ils ne pas me remarquer? Et un jour, finalement, ma curiosité a pris le dessus sur ma peur. J'ai décidé d'en suivre un. J'ai choisi celui qui m'avait intéressé en premier, l'homme dans le métro de l'après-midi qui gardait toujours le même siège. Je suis donc montée dans ce métro et j'ai pris un siège derrière le sien. On a roulé jusqu'au terminus où il s'est lancé et a commencé à marcher devant moi. Je l'ai suivi, mais il n'est pas allé loin. Il s'est assis sur un banc à proximité, sans aucune expression comme toujours. Pendant que moi, je m'étais mise dans un coin non loin pour attendre en essayant de garder un air nonchalant. Au bout de quelques minutes, le métro suivant est arrivé. Je l'ai regardé entrer et j'ai vu qu'il avait encore pris le même siège. Je n'ai pas réussi à trouver le courage de le suivre à nouveau. Pour moi, il n'allait nulle part. Il prenait juste le métro jusqu'à la fin de la ligne et après quoi? Il la reprenait dans l'autre sens? Quelle raison aurait-il, lui ou n'importe qui, de faire ça? Je n'ai pas arrêté d'y penser, même après avoir repris un métro me ramenant chez moi pour avoir un peu de repos. Je ne pouvais pas laisser tomber cette affaire, pas tant que je n'avais pas trouvé un sens à tout cela. À présent, j'étais encore plus perdue qu'avant. J'étais même carrément en colère. Pourquoi cet étrange homme, cette personne presque inhumaine qui se faisait les lignes de métro dans tous les sens, n'allait nulle part? J'avais lu une fois que l'esprit éprouve de la répugnance face à certaines choses, parce que la vue de celle-ci est un affront. Les araignées effraient beaucoup de personnes, particulièrement les plus grosses. Elles semblent être une menace pour nous, comme des aliens. C'est l'effet que les étrangers ont commencé à avoir sur moi. Ils alertaient tous mes sens. Je l'ai suivi le jour suivant, et encore le jour d'après. Chaque jour pendant au moins une semaine, nous avons fait nos voyages silencieux tous les deux. Si seulement j'avais su. À la fin de la semaine, je le suivais pendant des heures, jusqu'à ce que le dernier métro de la soirée s'arrête près de là où j'habitais. Nous allions d'un bout à l'autre de la ville encore et encore. Je n'étais plus une observatrice de tout le monde, j'étais une observatrice d'un seul type de personne. Une observatrice d'étrangers. Je ne faisais plus attention à personne d'autre que lui. Bien que j'y remarqué plus d'un regard embarrassé m'étant adressé. De toute façon, nous aurions très bien pu être les seuls habitants de la planète. Ça m'était égal. J'ai perdu mon travail la semaine suivante. Mon directeur était gentil et un peu effacé, mais il était aussi ferme. Je n'étais pas efficace, je n'avais aucune concentration. J'étais tout sauf productive. Il m'a fait tout un discours, je crois, mais c'était à peine si je l'entendais. La seule chose qui occupait mes pensées était mon nouveau travail, ma surveillance de l'étranger. Que ferait cet homme? Non, cette chose, en sortant du métro si je n'étais pas là pour garder un œil sur lui. J'ai quitté le boulot pour la dernière fois à midi ce jour-là. Normalement, je commençais à suivre mon sujet vers 5h30. Mais je suis sûre qu'il m'attendait. Maintenant que je sais ce que je sais, j'aurais aimé être plus attentive ce jour-là. C'était l'été après tout. J'aurais pu faire le tour de la ville, peut-être essayer de rencontrer des gens. J'aurais pu prendre un cappuccino glacé et fumer à une terrasse de café avant de rentrer à la maison. Ou juste faire sortir mon obsession grandissante de ma tête. Trouver un nouveau travail et prendre de quoi lire dans les transports comme avant. Mais au lieu de ça, j'ai attendu. Plus d'un train font leur trajet sur cette ligne. Alors je me suis assise dans la station pendant au moins 1 heure, jusqu'à ce que je l'aperçoive à travers une fenêtre. Je suis montée dans le wagon du métro, et j'ai remarqué que pour la première fois, ma peau n'était pas moite, mes mains ne tremblaient pas, et mon cœur ne battait pas à une vitesse folle. Je me suis assise, et pour la première fois également juste en face de lui, pile dans son champ de vision. Je regardais s'il y avait un changement dans son expression. M'avait-il reconnu? Si c'était le cas, je n'en ai vu aucun signe. Et pourtant, j'ai bien cherché. Nous devions faire la paire, assis l'un à côté de l'autre cet après-midi à nous fixer.
C'était difficile de ne pas laisser toute la rage en moi se refléter sur mon visage. Mais avec un certain effort, je parvenais à garder le même visage sans expression qu'il arborait toujours. Mais à l'intérieur, je lui hurlais pratiquement dessus. Réagis, espèce d'enflure. Regarde-moi. Je sais ce que tu es. À vrai dire, je n'ai rien dit. Et mes demandes silencieuses n'ont obtenu aucune réponse. Ni pendant le premier voyage, ni pendant le deuxième, ni pendant le troisième ou le 10e. On parcourait les lignes ensemble et à chaque terminus, on sortait ensemble et on attendait. Je me suis assise à côté de lui sur le banc, le regardant du coin de l'œil, et toujours rien de sa part. Mais nous étions tous les deux aussi doués l'un que l'autre à ce jeu. Enfin, nous avons fait notre dernier trajet ensemble. Je le tenais et il le savait. C'était le dernier voyage de la nuit avant que les trains ne cessent de passer. Je laissais toujours s'en aller à ce moment-là, car la fin de la ligne est loin de là où j'habite, et les bus finissent leur service en même temps que le métro. Mais cette fois, j'allais le suivre, et enfin savoir ce qu'il faisait quand il ne pouvait plus prendre le métro. J'allais peut-être obtenir des réponses. Le train roulait et l'excitation montait en moi. Le wagon allait lentement se vider jusqu'à ce qu'il ne reste que nous. Les deux observateurs silencieux. J'ai eu du mal à retenir un sourire satisfait. Le métro a ralenti puis s'est arrêté. Nous étions enfin au terminus. L'étranger n'a pas bougé. Il ne faisait rien comme à son habitude. Le métro était toujours là, les portes grandes ouvertes. Je pouvais vaguement entendre les derniers traînards, leurs pas résonnant dans le silence. Et puis, plus rien. Une sonnerie a retenti dans le microphone pour signaler aux éventuels dormeurs que nous avions atteint la destination finale. Mais toujours rien. Et enfin, j'ai recommencé à entendre des bruits de pas. Ça devait être un conducteur ou quelqu'un qui venait vérifier que tout le monde était bien descendu, juste avant de ramener le train au dépôt. Moi, je n'ai pas quitté ma proie silencieuse des yeux. J'ai réussi à voir le conducteur du coin de l'œil quand il a atteint notre voiture. Il a regardé à l'intérieur, ses yeux se sont posés sur nous et un regard perplexe est apparu sur son visage. Il a cligné des yeux à quelques reprises avant de se ressaisir. J'ai attendu qu'il se mette à parler pendant un temps excessivement long. Mais sans prévenir, avec un bref hochement de tête, il nous a laissés tranquilles. Il y avait un autre wagon devant le nôtre. Je l'ai entendu le vérifier aussi, et quelques minutes plus tard, le métro s'est remis en marche. Nous avons roulé pendant longtemps, puis après un virage, le métro s'est arrêté. Je pouvais voir à travers les fenêtres plusieurs trains de chaque côté, et encore d'autres derrière eux. C'est là qu'il m'a souri. C'était juste un petit mouvement de lèvres, qui serait passé inaperçu si je ne l'avais pas dévisagé pendant des heures. Voilà, nous sommes arrivés. J'ai essayé de répondre, mais sur le moment je n'y arrivais pas. Ma gorge était affreusement nouée. La terreur me submergeait. J'avais la même sensation que si une caverne souterraine tout entière s'était effondrée sur moi. J'ai toussé, et j'ai finalement réussi à balbutier une réponse d'une voix cassée, pour poser la question qui me tenait éveillée la nuit. Celle qui m'avait conduite à mi-chemin de la folie, et m'avait amené à cet endroit à ce moment précis. Qu'est-ce que vous êtes ? Il m'a ignoré. Il s'est levé et les portes du train se sont réouvertes. Puis à ma grande surprise, il s'est tourné pour me faire face. Vous venez ? Il n'a pas attendu ma réponse pour sortir sur le quai. Je me suis ruée à l'extérieur pour le suivre. Allez, bon sang ! Parlez-moi. Qui êtes-vous ? Plutôt, qu'est-ce que vous êtes ? Pourquoi vous prenez ce foutu métro tous les jours ? Il n'a pas regardé en arrière ni ralenti le pas. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je peux affirmer sans aucun doute qu'il n'avait aucune expression. Du moins pas plus que devant n'importe quelle autre situation. J'ai continué à le suivre sans cesser de crier, mais j'ai finalement abandonné. 6 mots. J'ai supposé que c'était tout ce que j'obtiendrais de lui. Nous avons marché le long du quai jusqu'à arriver devant un croisement. Puis nous avons tourné. À présent, nous marchions perpendiculairement au train. Le chemin était éclairé par des lumières au plafond, mais je ne pouvais pas voir où il prenait fin. Les trains de l'autre côté semblaient se succéder à l'infini. Je me rends compte maintenant qu'il y en avait beaucoup plus que ce dont une ville a besoin. Ça ne m'avait pas interpellée sur le moment, je suppose. Mais j'aurais probablement dû y faire attention. Je dois avouer que je ne sais pas combien de temps exactement nous avons marché. J'avais bien une montre, mais elle avait l'air cassée. Au bout d'un moment, j'ai sorti mon téléphone, mais je ne captais rien là-bas. Tout ce que l'écran affichait, c'était l'icône qui montrait qu'il n'y avait pas de réseau. L'étranger s'arrêtait de temps en temps et regardait un des trains pendant 1 minute ou 2, mais il se remettait toujours à marcher. Il m'a fallu du temps avant de comprendre pourquoi, mais j'ai finalement réalisé que les trains n'étaient pas tous les mêmes. De longues files d'entre eux étaient semblables. Puis,
nous passions à une file d'un modèle différent. Ils étaient un peu plus grands ou plus petits, ou avaient une forme légèrement différente. Le cockpit, ou ce que vous appelez la partie avant où se trouve le conducteur, était différente elle aussi. Je ne savais pas, et je ne sais toujours pas ce qu'il cherchait. Mais il a dû finir par le trouver, car nous avons tourné une fois de plus, et les portes d'un métro se sont ouvertes quand mon guide improvisé s'est planté devant elle. Nous sommes entrés, et nous nous sommes assis. « Vous êtes prêts à parler maintenant ?» lui ai-je demandé. Pas de réponse. J'ai laissé échapper un soupir de frustration, et j'ai sérieusement commencé à peser le pour et le contre de ce qu'il arriverait si je lui donnais un coup de poing en plein dans le visage. Mais soudainement, les lumières se sont allumées et j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. C'est quoi ce bordel ? Il m'a lancé un regard qui semblait presque triste. Vous n'allez pas pouvoir revenir. Qu'est-ce que vous racontez ? Revenir où ? Comme on pouvait s'y attendre, il ne m'a pas répondu. Cette enflure. Le train a tremblé et est parti dans la direction inverse de celle d'où nous venions. Je le pense en tout cas. Le défilé sans fin de métro m'a fait perdre le sens de l'orientation. Il a roulé pendant quelques minutes et a ralenti quand nous nous sommes approchés d'un arrêt. Le regard distrait de mon compagnon est devenu plus net et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me regardait vraiment. Qu'il me regardait moi et pas juste la direction où je me trouvais. Restez immobile. Ne faites pas de bruit. N'attirez pas leur attention. Le train s'est arrêté, les portes se sont ouvertes et ils ont commencé à affluer et à inonder le wagon. Je ne sais pas ce que j'ai remarqué en premier. Les vêtements bizarres, leurs bras trop longs avec leurs mains qui touchaient presque le sol, leurs yeux couleur jet, leur visage anguleux ou la teinte bleu-grise de leur peau. Mes yeux étaient rivés sur cette scène improbable, mais mon cerveau refusait de traiter tout ça. Et quand il l'a finalement fait, je pouvais à peine étouffer les cris qui menaçaient de s'échapper de ma gorge. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Mon Dieu, oui, j'étais sur le point d'exploser. J'étais tendue comme une corde de guitare. Tout en moi vacillait et palpitait. Ma vue devenait instable et je lui en étais reconnaissante. Mais c'est là que j'ai vomi. Ma bouche était fermée et je me suis forcée à ravaler. Ça avait été vraiment difficile. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de l'étranger en boucle dans ma tête. Ce jour est un peu flou dans mon esprit. Nous avons parcouru la ligne de métro dans les deux sens, encore et encore, le visage neutre, pendant des heures, des jours peut-être. Cette ligne me semblait beaucoup plus longue que celle que je connaissais, celle où j'avais suivi l'étranger. Les choses hideuses dans le wagon ne faisaient pas attention à nous. Pourtant, nous devions sacrément sortir du lot. J'étais tellement pétrifiée par la peur que quand nous sommes retournés dans la caverne des trains sans fin, j'ai fini par fondre en larmes désespérées. Je me suis effondrée sur le sol et je n'ai rien fait d'autre que pleurer pendant un long moment. L'étranger, lui, me regardait impassible. Quand j'ai repris le contrôle de moi-même, je me suis retournée vers lui avec un regard suppliant. « Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi chez moi. Je vous en supplie. » Je ne peux pas. Je ne sais pas lequel peut vous ramener. Si l'un d'eux le peut. Il s'est levé et a quitté la plateforme. Je me suis levée avec lassitude pour le suivre. Mais là, il s'est retourné brusquement. Je pense que vous m'avez assez suivi. La rage que je ressentais envers lui, que la panique avait temporairement étouffée, a ressurgi en moi. Quoi ? Je l'ai attrapé par les épaules et avec une force dingue que je ne savais même pas posséder, je l'ai plaqué contre la porte d'un des métros. T'es vraiment une ordure. Je l'ai giflé plusieurs fois de suite sans m'arrêter. Ramène-moi, je te dis. Mais il ne bronchait pas. Gardons son calme. Et bientôt, la poussée de colère en moi est retombée, me laissant comme vidée de mon énergie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi juste rentrer chez moi. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Si nous restons ensemble, il y a plus de risques que nous soyons remarqués. Trouvez votre propre chemin. Soyez immobile et soyez subtil. Et alors, ils penseront que vous êtes l'un des leurs. Comment vous pouvez me faire ça ? Et pourquoi ? Il m'a adressé un autre regard un peu triste. Je devais le faire. Vous le devrez aussi. Vous pouvez rester coincé, parfois. Il a retiré délicatement mes mains de ses épaules et s'est retourné pour s'en aller. Je suis tombée à genoux, soudainement à bout de force. Puis j'ai regardé partir. Au croisement, il s'est retourné vers moi et a dit « Je suis désolé. » Et puis il a disparu. Je ne le savais pas encore, mais ça allait être pour moi le début d'un calvaire sans fin.
Oh, but we can't build it. Okay, fine. How about this? Can we recycle our base? We can, right? We can build it right here. And then we can build it deeper down soon. We don't have lead. Shit. Can we get lead around here before we run out of food? Lead! Hello? Lead? Where can I find lead? Lead?